ne sait pas qu'une fatigue aussi extrême peut exister. Je ne sais même pas l'exprimer tellement on est, mais hors d'haleine et juste crevé, quoi. Mais crevé au sens premier du terme, quoi. Le frigo a eu raison de moi. Je voulais aller prendre de l'eau. J'ai pas réussi à ouvrir ce satané frigo. Alors j'ai juste horriblement mal au ventre. J'ai du mal à respirer. Ma tête va exploser. Et j'ai besoin de vomir. J'ai plus de force non plus. C'est pas je suis fatiguée, c'est les symptômes aussi surtout. Ces symptômes qui empêchent de le lever. Le mal de tête, les vertiges. Des fois c'est juste dur de tenir une tasse. Je suis trop fatiguée. Les vertiges, ça fait partie. Après 2 jours d'activité, normale entre guillemets, le 3e jour, on est complètement cassé. Pour s'imaginer ce que ça représente, alors disons qu'on n'a pas mangé de toute la journée, qu'on n'a pas assez bu, qu'on a fait beaucoup de sport, un marathon, et que le soir on s'envoie encore une demi-bouteille de whisky. Et alors, comment on se sent le lendemain? Syndrome de fatigue chronique. Beaucoup de gens ignorent l'existence de cette maladie. Pourtant, elle est reconnue par l'OMS. Cette fatigue-là n'a rien à voir avec celle que nous connaissons tous. Une fois par année, des manifestations sont organisées dans le monde entier. Les chaussures de ceux qui n'ont plus la force de quitter leurs 4 murs sont exposées, symbole de millions d'existences mises entre parenthèses. En Suisse, plus de 20 000 personnes sont atteintes, autant que celles qui sont malades du sida. Le matin, ça reste une des, si ce n'est la phase la plus difficile. Me réveiller et me lever 3 heures à peu près. Le moment où il faut arriver à sortir de cette espèce de demi-sommeil juste infernal. Et atterrir sur Terre et réussir à connecter le cerveau. Et ben, y a les douleurs qui apparaissent, hein, forcément, elles sont là quand on se réveille. Et puis il faut remettre en marche cette machine, le corps qui est douloureux, rouillé, tout ce qu'on veut. C'est très difficile, ça demande vraiment une force incroyable pour réussir à sortir de cet état-là et se mettre en route et pouvoir se lever et commencer à faire un peu quelques pas, quoi. À 34 ans, Caroline est malade depuis plus de 6 ans. Tout a commencé fin 2012. Lorsqu'arrivent enfin les vacances de Noël, l'enseignante vaudoise est sur les rotules. Au fil des semaines, elle est de plus en plus épuisée. Elle ne retournera plus au travail. Cette maladie fluctue et l'état de santé des patients est en dents de scie. Actuellement, Caroline traverse une phase difficile. Les initiés appellent cette descente aux enfers un crash. Le moindre geste représente un effort colossal. Selon les jours, j'adapte ce que je vais faire. Si par exemple, je peux tenter une douche, alors forcément, en gros, je ne vais pas me laver les dents. Je ne peux pas cumuler les deux. Quand je fais un effort, je le paye derrière, en fait. Si c'est un effort physique, tous les symptômes vont être augmentés. J'aurai mes douleurs qui sont encore intensifiées et il va me falloir plusieurs jours pour récupérer. Caroline a connu l'errance diagnostique. Ce cauchemar a duré des mois. Elle a fini par être prise au sérieux par un médecin qui lui a fait passer une batterie d'examens.
Mon généraliste m'a montré une feuille où c'était écrit syndrome de fatigue chronique. Le mot comme ça, il n'a pas l'air de faire tellement peur, hein. Et puis en fait, cette liste-là, j'avais tous les symptômes. C'était totalement moi. Les patients comme Caroline sont adressés au centre Unisanté à Lausanne pour une deuxième consultation. Des spécialistes y procèdent à de multiples examens pour exclure les innombrables maladies liées à la fatigue, comme par exemple le cancer, la mononucléose ou la dépression. 5 à 6 chefs de clinique étudient chaque dossier. C'est un diagnostic par exclusion, mais il faut quand même que ce diagnostic ait certaines caractéristiques. Et la caractéristique qui est vraiment essentielle, c'est cette intolérance à l'effort, où la personne est épuisée avec un effort normal qui ne devrait pas avoir lieu. Mais c'est vrai que dans le sang, il n'y a pas un test ou un marqueur génétique où on dirait, ben voilà, on a trouvé que ça correspond à un syndrome de fatigue chronique. Non, ça, c'est pas le cas. Au fond, je savais que j'avais ça, mais je voulais pas. Je voulais juste pas que ça soit ça. Et toutes les réponses à mes questions, savoir s'il y avait un médicament, quelque chose pour soigner, non, on n'a rien. On ne sait pas. Actuellement, les chercheurs n'ont pas la moindre molécule à opposer à la maladie. Les patients doivent se contenter de médicaments qui soulagent les symptômes, comme des antidouleurs par exemple. Un remède miracle, est-ce une utopie ? C'est évidemment toujours difficile de faire des prédictions à long terme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, la recherche n'est pas à bout touchant pour trouver un médicament pour le syndrome de fatigue chronique actuellement. Spécialiste du syndrome de fatigue chronique, Ariane Gontier suit les recherches de près. Longtemps, on s'est posé la question, est-ce que c'est une infection occulte qui reste cachée, c'est des microbes qu'on n'arrive pas à détecter, qui maintiennent un état comme ça inflammatoire. Il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. Pour l'instant, vraiment, il n'y a rien qui a pu être démontré par rapport à une infection cachée. Mais ma conviction personnelle, c'est qu'il doit exister dans ce syndrome de fatigue chronique une forme subtile, complexe de perturbation du système immunitaire qui dérègle la production d'énergie. Une piste parmi d'autres qui pourrait expliquer la maladie. Des pistes pour retrouver la santé, Protasier Reimer en a suivi une quantité phénoménale. Ce Zougois d'origine polonaise souffre du syndrome de fatigue chronique depuis une pneumonie contractée à l'âge de 14 ans. C'était une immense odyssée. Il y avait tout plein de spécialistes, de cardiologie, neurologie, pneumologie, médecine du sommeil, psychiatrie, néphrologie, de l'imagerie médicale. On m'a fait toutes sortes de tests médicaux et la plupart du temps, on ne trouvait rien du tout. Ou alors, on trouvait des causes non spécifiques. On me répétait toujours que c'était dans mon imagination. Comme la médecine conventionnelle était impuissante, il s'est tourné vers des thérapies alternatives. Homéopathie, médecine chinoise, tibétaine, ayurvédique et tutti quanti. Et dans son désespoir, il est allé encore plus loin. Mon anecdote favorite, ou celle que je raconte le plus volontiers, c'est quand j'ai essayé un exorcisme. Je suis un scientifique, mais à l'époque, on avait essayé tout ce qui était possible. Je me disais, pourquoi pas ? Un scientifique qui est devenu médecin. Malgré ses problèmes de santé, le jeune homme a terminé ses études à l'université de Zurich. Il s'occupe d'une quarantaine de patients qui ont le syndrome de fatigue chronique. Ce matin, il se rend chez l'un d'eux pour la première fois. À chaque activité que je fais, je remarque que je dois faire plus d'efforts. Je n'ai vraiment pas de réserve d'énergie. J'arrive peut-être à prendre le train, mais plus, ça n'irait pas. J'ai déjà été faire du vélo à un rythme relax durant une demi-heure. Mais lorsque je suis rentré à la maison, je ne me suis jamais senti aussi fatigué après si peu d'efforts. Anamnèse, prise de sang, contrôle de la tension, couché et debout à de multiples reprises. Il cherche des indices dans le corps des patients. 130, et tu ne remarques rien ?
Si, j'ai la tête qui tourne maintenant, mais... Mieux que des indices, Protasi Reimer a obtenu la preuve de sa maladie il y a quelques années en effectuant des tests d'effort dans la clinique où il travaillait. En examinant les résultats, son supérieur a conclu qu'il était malade. Car paradoxalement, il utilisait moins d'oxygène en faisant des efforts qu'en restant tranquille. Une personne en santé, elle, utilise plus d'oxygène dans l'effort qu'au repos. Personne n'arrive à expliquer ce dysfonctionnement. Je ne peux comparer ça à rien d'autre. C'était vraiment le jour le plus important de ma vie et je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai vraiment pleuré en présence de mon chef. Je lui ai dit, « Chef, je décompense émotionnellement. Parce que depuis 21 ans, on essaye de me convaincre que je suis principalement atteint psychiquement, d'une manière ou d'une autre, ou que je n'arrive pas à gérer mon quotidien. Et c'est finalement bien quelque chose de physique. Je suis complètement anéanti. » Le jeune médecin a un projet qui lui tient à cœur. Lancer une étude à long terme avec des patients suisses en collaboration avec l'Université de Zurich. Un de ses buts, trouver des preuves dans le corps des malades. C'est là toute la problématique de la fatigue chronique, c'est de vouloir, quand on n'a pas d'examen clairement au niveau diagnostic, tant dans la population mais aussi au niveau du corps médical, de dire on n'a rien mesuré, donc c'est dans la tête. Ça fait un petit peu, c'est dans la tête parce que je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment pas adéquat et c'est très déstabilisant pour les patients parce qu'ils ont juste l'impression de ne pas être compris et pas être écoutés. S'il y a des individus dont l'épuisement suscite plus de méfiance encore, c'est bien les ados, réticents à la tâche et champions des grasses matinées. Pour Nella, la descente aux enfers a commencé après une coqueluche en 2016. Le diagnostic de fatigue chronique est tombé près de 2 ans plus tard. Du coup, elle me dit tout de suite, elle fait semblant, enfin, ça paraît même logique, quoi. Ah, mais tu fais exprès pour pas aller à l'école et tout ça, tout ça. Ah, il y a certaines personnes, j'ai envie qu'ils soient dans mon corps, mais juste une journée comme ça, et puis après on en reparle. Comment ne pas confondre flemme et état d'épuisement, mauvais caractère et saute d'humeur due à la maladie? Pourquoi une personne arrive à s'activer un jour et gît au fond de son lit le lendemain? Et vous, madame, on vous a donné des conseils des fois? Ah ouais, style, pourquoi tu lui donnes pas des coups de pied au cul le matin? C'est pas possible, il faut la sortir du lit. Voilà, ce genre de conseils. Alors, j'ai dit, viens essayer. On a essayé. On a essayé d'ailleurs. On a tout essayé. C'est juste pas possible, oui, ce genre de conseils. Voilà, maintenant j'en rigole, mais au début c'était dur d'accepter. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Si elle pouvait, elle irait croquer la vie à plein dents. C'est ce que faisait Nella, une ado très sportive. Elle est même devenue championne vaudoise de judo. J'ai dû abandonner quand même des passions, le sport par exemple. C'était quand même l'une des choses que j'aimais le plus, quoi. Tu peux plus courir? Si je cours, je suis pas bien après. Monsieur Nella, tu viens manger s'il te plaît? T'arrives à descendre? Non. Ok, d'accord. Bon. Bon, j'arrive, bisous. Bon, elle vient pas. Non, elle n'arrive pas. Elle va préparer son assiette. Bon, on va essayer de la repasser. J'espère qu'elle va manger tout ça. J'y vais ou tu y vas? Oui, j'y vais. D'accord. Nella? Toc toc. Tiens, il y a ton repas. Ouais, merci. Tiens, bon appétit. Souvent, j'arrive pas à descendre. Je suis crevée. Moi, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne pour parler, les bruits des couverts et tout ça. Ok. T'as mangé quoi à midi? Je sais plus. Tu sais plus ce que t'as mangé à midi? Non. Mais c'était bon, moi? Oui. Bon, ça va, c'est ce qui compte. On a toujours l'impression de comprendre quelque chose, puis finalement on se rend compte qu'on ne comprend rien du tout. Ce que je comprends de cette maladie, c'est que je pense qu'elle a un sentiment vraiment de gueule de bois presque permanent. Je comprends aussi surtout qu'elle ne comprend pas qu'on ne comprenne pas. Enfin, c'est ce que je veux dire. C'est le plus compliqué, c'est de se sentir pas compris.
Si un employeur croise son employé qui a une fatigue chronique dans la rue, il pourrait se dire, mais au fait, il va très bien, il n'y a rien que je vois. Alors que si l'employé a une jambe amputée, ben, il va voir, oui, il a de la peine à marcher. Donc cette reconnaissance autant médicale que sociétale n'est pas évidente à vivre par les patients. Et je pense que nous, notre métier comme soignants, ça passe aussi parfois par parler avec la famille, l'entourage, pour leur expliquer ce que c'est cette maladie. Le généraliste explique que le syndrome de fatigue chronique n'a rien à voir avec un manque de motivation. C'est également une maladie différente de la dépression ou du burn-out, qui, eux, éteignent toutes les envies. Le syndrome de fatigue chronique mobilise tout l'entourage, car plus rien n'est possible sans lui. Beaucoup d'amis fuient, ne restent alors que les proches, les plus fidèles. Les douleurs, elles sont bien réelles. Hein. Je connais ma fille, c'était quand même quelqu'un d'actif, de sportif. Elle adorait son métier. Non. Elle fait pas semblant d'être malade. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis, j'espère qu'il y aura un mieux, il peut y avoir comme mieux. C'est vraiment pas une maladie où les gens font semblant, hein, quand ils perdent leur travail, qu'ils ont plus de loisirs, qu'ils ont plus d'activités sociales. C'est vraiment une maladie qui a des retentissements sévères. C'est comme une grippe qui durerait pendant 1 année, 2 ans, et c'est ça qui est extrêmement difficile à supporter. Donc c'est un état de souffrance qui affecte en fait tous les domaines de la vie, qu'elle soit la vie professionnelle, personnelle, familiale. Donc c'est vraiment une problématique qui est extrêmement importante. Lorsqu'Angel est entrée dans la vie de Caroline, elle était déjà prisonnière de ses 4 murs. Sincère, la jeune femme lui a décrit son quotidien. L'informaticien ne s'est pas découragé pour autant. Alors que le couple file le parfait amour depuis 2 ans, Angel est devenu champion des tâches ménagères et un compagnon très attentionné. J'ai envie d'aider, mais finalement, je ne sais pas quoi faire. Et il n'y a pas grand-chose à faire, surtout. Et donc du coup, c'est un peu frustrant. Et puis c'est aussi, ça peut être un peu apeurant aussi, parce que quand je la vois, qu'elle est par terre, et puis elle a des petits spasmes, elle est monstre fatiguée, je suis là, je suis qu'observateur finalement, et je peux rien faire, à part éventuellement lui amener 2-3 trucs, mais même elle n'est pas forcément capable de me parler à ce moment-là. Et je peux qu'attendre en fait que ça passe. C'est une maladie face à laquelle on peut effectivement avoir un grand sentiment d'impuissance. Je pense qu'un accompagnement d'ordre psychothérapeutique ou émotionnel est aussi vraiment important parce que de vivre comme ça, c'est très lourd. Mais on sait aussi depuis longtemps, depuis toujours, que le système immunitaire, il communique avec les émotions, avec le psychisme. Sauf que la science médicale actuelle n'a pas encore compris, mais alors pas du tout, dans quelle langue il communique. Probablement parce que c'est un langage qui doit être hautement individualisé, c'est-à-dire qu'il est un peu différent pour chaque individu, parce qu'il dépend de la façon dont il s'est construit au cours de la vie. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement thérapeutique des patients qui ont un syndrome de fatigue chronique, il doit être très personnalisé et adapté à chaque situation. Trouver son chemin vers une amélioration de son état, ou au moins une sorte d'arrangement avec le syndrome de fatigue chronique. C'est ce qu'a fait Protasi Reimer. J'ai donc accepté que j'avais cette maladie, que ce n'était pas l'objet de mon imagination, et que j'allais pouvoir convaincre les autres que oui, j'ai ça.
Si le médecin alémanique a vécu les mêmes déchaînements de souffrance et de désespoir que ses patients, il est persuadé que l'horizon va s'éclaircir. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens atteints du syndrome de fatigue chronique qui pensent au suicide? C'est naturellement la grosse question. Moi aussi, j'y ai pensé. C'est clair. Quand on est détruit pendant des années, je peux tout à fait comprendre. Je ne peux absolument pas leur jeter la pierre et je ne peux pas dire non plus « ne pensez pas à ça ». Ça arrive. C'est une réaction naturelle. Je leur dis que c'est précisément maintenant qu'il ne faut pas abandonner, surtout pas maintenant. Il y a beaucoup de changements, la politique change, la science change, la médecine change, et il y a de plus en plus de découvertes. Ça va aller mieux. Maintenant, nous avons une chance, et c'est bien de se battre pour ça. Le violon, au moins, j'oublie. Et enfin, toutes les choses qui me font vraiment oublier. Même si c'est pendant un court instant, au moins ça soulage, et puis après, bah, ça c'est bien. Et toi, tu vois comment ton futur? Genre le futur de mes rêves? Bah, pouvoir aller au travail correctement et faire du sport. Et faire ce que je veux en fait. Pouvoir me lever le matin, faire toute une journée complète de ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. J'ai la chance d'avoir mon chéri. Et du coup, ben, c'est une raison de se battre. C'est une raison d'essayer de se lever et d'essayer d'être en vie, en fait. Ben, hier, j'ai dit à mon copain que j'aimerais juste pouvoir marcher à côté de lui et lui tenir la main. Parce que c'est des choses qu'on fait normalement. Et même ça, je peux pas. J'aimerais aller mieux, j'aimerais guérir, j'aimerais... juste avoir une vie normale, avec des activités normales. Parce que je sais pas comment je serai dans une heure, je saurais pas comment ça sera demain. Je sais pas. Mais là, j'en suis à un tel point que je peux pas, je peux rien projeter, je peux pas. C'est impossible.